Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. La semaine dernière s'est tenue à Dubaï l'édition 2021 de l'IAC, l'International Astronautical Congress, qui est un peu la grande messe annuelle du spatial. Cela a été l'occasion pour beaucoup d'acteurs du secteur de communiquer sur leurs travaux. Il y a donc eu quelques annonces intéressantes. On commence du côté de la Russie, qui nous a dévoilé de bien belles ambitions pour l'exploration du système solaire. À commencer par un plan de mission pour son remorqueur nucléaire dont on vous avait déjà parlé il y a quelques mois. L'engin prend le nom de TEM, et cela fait au moins quelques années que son développement a démarré chez KB Arsenal. Il s'articule autour d'un réacteur nucléaire qui est utilisé pour produire de l'électricité. Celle-ci peut alors être utilisée pour alimenter des propulseurs électriques de forte puissance. Le gros avantage d'une telle architecture, c'est évidemment l'accès à une quantité d'énergie conséquente, même à grande distance du Soleil, et ce, pendant plusieurs années. Roscosmos envisage ainsi de déployer une mission capable d'explorer plusieurs planètes du système solaire à l'aide de son remorqueur. Elle prend le nom de Zeus. D'après cette slide, un remorqueur TEM pourrait ainsi d'abord partir pour la Lune, où il libérerait un petit orbiteur ou atterrisseur. Il prendrait ensuite la direction de Vénus pour se livrer à la même manœuvre. Le TEM pourrait ensuite se diriger vers Jupiter, où il pourrait libérer 3 orbiteurs autour de 3 des lunes galiléennes de la géante. Un tel parcours demande des accélérations conséquentes et n'est possible qu'en ayant recours à l'énergie nucléaire. Le trajet vers l'intérieur puis l'extérieur du système solaire ne prendrait ainsi qu'un peu plus de 4 ans. On ne sait pas encore quand une telle mission pourrait être menée. KB Arsenal a déjà déployé des réacteurs nucléaires dans l'espace, à l'époque de l'URSS, dans les satellites du programme Rorsat. Le bureau d'études a donc une certaine expérience dans le domaine et pourrait ainsi parvenir à finaliser le remorqueur s'il dispose d'un budget suffisant. Toujours à l'IAC, Dimitri Rogozin, le patron de Roscosmos, est aussi revenu sur le projet Amour, un lanceur partiellement réutilisable façon SpaceX, qui permettrait de réduire fortement les coûts de l'accès à l'espace pour le pays. Ce lanceur de moyenne capacité devrait réaliser son premier vol au cours de la deuxième moitié de la décennie. Il doit fonctionner au méthane et est pensé pour remplacer les fusées Soyuz 2. Une version Heavy disposant de 2 boosters pourrait ensuite être déployée pour des charges utiles plus lourdes. Cette famille de lanceurs viendrait en complément des fusées Angara qui représentent l'avenir immédiat des lanceurs russes. Rogozin a par ailleurs communiqué sur les vols habités et a ouvert une porte à la collaboration avec les Américains. Il a ainsi déclaré que le vaisseau Crew Dragon de SpaceX est suffisamment sûr pour que des cosmonautes russes puissent l'emprunter. Les vols habités vers l'ISS devraient donc continuer à brasser toutes les nationalités, avec des Russes sur Crew Dragon et des Américains sur Soyuz. Un bon point pour la coopération internationale. Le patron de Roscosmos a aussi évoqué la possibilité qu'Oriol, le futur vaisseau habité russe, puisse se docker à la station lunaire LOPG en cas d'urgence. La Russie ne se ferme donc pas complètement les portes d'Artemis, même s'il s'agit d'un cas d'exception. On espère en tout cas que tous ces projets vont pouvoir arriver à terme malgré un budget spatial qui reste compliqué à gérer. La semaine dernière, on a vu beaucoup d'autres annonces de projets ambitieux, que ce soit à l'IAC ou en dehors. Il y a eu une certaine concentration d'entre elles autour de projets de stations spatiales privées. Il est probable qu'on verra les premières stations orbitales gérées par des acteurs privés au cours de la décennie. Axiom Space mène le bal avec son projet de segment privé de l'ISS, mais l'entreprise devrait rapidement être rejointe par de nouveaux acteurs. En témoignent les annonces faites par Blue Origin, Boeing et Sierra Space concernant un projet de station dénommé Orbital Reef. Pensée pour être aussi grande que l'ISS et capable d'accueillir au moins 10 personnes, la construction de cette station devrait avoir lieu au cours de la décennie. Les modules centraux seront fournis par Blue Origin qui se chargera aussi des lancements grâce à sa fusée New Glenn. Sierra Space, anciennement Sierra Nevada, incorporera son module gonflable Life à la station. L'entreprise fournira également des vols de ravitaillement à l'aide de sa navette réutilisable Dream Chaser. Les arrivées et départs d'équipage se feront quant à eux par le biais du vaisseau CST-100 Starliner de Boeing. Les 3 acteurs principaux de cette station espèrent ainsi stimuler l'utilisation privée de l'orbite basse,
que ce soit pour le tourisme, de la recherche ou la fabrication orbitale. Cela offre aussi un débouché à 3 véhicules qui devraient arriver à maturité l'année prochaine, à savoir le lanceur New Glenn de Blue Origin, la navette Dream Chaser de Sierra Space et le vaisseau CST-100 Starliner de Boeing. Tous trois ont connu des retards et des déconvenues ces dernières années et espèrent probablement rebondir à travers ce projet. On ne connaît pas encore le budget et la répartition du financement d'un tel projet, mais on imagine que les fortunes personnelles des patrons de Blue Origin et Sierra Space seront mises à contribution. Cette annonce a été faite presque en même temps que celle de NanoRacks et Lockheed Martin, qui souhaitent eux aussi disposer de leur propre station spatiale. Elle porte le nom de Starlab et devrait être déployée autour de 2027. Elle est prévue pour être sensiblement plus petite qu'Orbital Reef. Elle s'articulerait autour d'un grand module gonflable auquel serait attaché un port d'amarrage d'un côté et un module de propulsion et d'alimentation électrique de l'autre. L'ensemble offrirait environ 340 mètres cubes de volume pressurisé, soit environ un tiers de ce qu'offre l'ISS. La structure serait capable d'accueillir 4 occupants. Là aussi, on ne connaît pas les détails du financement du projet. Starlab et Orbital Reef sont probablement conçus avec la perspective que l'ISS ne sera pas éternelle. La Station spatiale internationale devrait arriver au bout de sa vie autour de 2030, et il n'y a pour le moment aucun plan pour la remplacer. En démarrant la construction de stations privées au cours de la décennie, ces acteurs vont peut-être pouvoir récupérer les activités orbitales des différentes agences spatiales, ce qui leur assurerait des revenus réguliers. Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls à se lancer sur ce créneau. On a déjà évoqué Axiom Space qui a démarré la construction de ces modules. Il faudra aussi compter sur Think Orbital, une start-up américaine qui souhaite créer des modules spatiaux volumineux grâce à un procédé d'assemblage en orbite. Côté américain, on pourrait donc voir émerger plusieurs stations privées au cours de la décennie, qui permettront éventuellement de développer une véritable économie de l'orbite basse. À voir lesquels de ces projets parviendront à mobiliser les financements importants nécessaires à la construction et à l'opération d'une station spatiale. Pour finir ce DNDE, on va quitter la Voie lactée pour s'intéresser à des exoplanètes lointaines, très lointaines. Il n'est pas évident de découvrir une planète gravitant autour d'une autre étoile que le Soleil. Les découvertes sont généralement faites en observant l'étoile elle-même. Sa vitesse radiale ou la baisse périodique de sa luminosité peuvent ainsi trahir la présence d'une ou de plusieurs planètes. Ces techniques ne fonctionnent que pour des exoplanètes proches. Au-delà de quelques milliers d'années-lumière, les découvertes sont bien plus difficiles à réaliser. Et pourtant, une équipe d'astronomes pense avoir identifié une exoplanète distante de 28 millions d'années-lumière. C'est 1000 fois plus loin que les exoplanètes les plus distantes confirmées à ce jour. Ils y sont en plus parvenus grâce à la méthode des transits, avec tout de même quelques ajustements. Les observations ont ainsi été réalisées en rayons X grâce à l'observatoire Chandra. Cela a permis de se concentrer sur des astres qui émettent un rayonnement fort dans cette partie du spectre électromagnétique. Dans ce cas, les couples composés d'une étoile à neutrons ou d'un trou noir et d'une étoile compagnon. Dans cette configuration, l'objet compact vole du gaz à son compagnon et le chauffe dans son disque d'accrétion, ce qui est à l'origine du rayonnement X. Cela offre une double opportunité pour les chasseurs d'exoplanètes. D'une part, le rayonnement X ainsi produit peut voyager sur de grandes distances, ce qui rend les détections extragalactiques possibles. D'autre part, comme la source de rayons X est relativement compacte, elle a de meilleures chances d'être fortement éclipsée par une planète effectuant un transit. Et c'est ce qui a possiblement été détecté dans la galaxie M51. Une équipe sino-américaine a ainsi identifié un couple binaire X composé d'un trou noir ou d'une étoile à neutrons et d'une étoile géante environ 20 fois plus massive que le Soleil. La source de rayons X du système a fait l'objet d'un transit. Sa luminosité est même descendue à 0 pendant 3 heures. Cela correspond au passage d'une planète de la taille de Saturne gravitant à environ 20 unités astronomiques du couple. Bon, le problème, c'est qu'avant de confirmer la détection d'une exoplanète, on s'assure en général d'observer plusieurs transits. Et si cette candidate est effectivement à 20 unités astronomiques du couple d'étoiles, alors son prochain passage devrait se faire dans 70 ans environ.
et elle va rester une candidate d'ici là. Il est aussi possible d'envisager d'autres explications à la soudaine baisse de luminosité observée, comme le passage d'un nuage de gaz, même si le profil du transit s'accorde mal avec cette hypothèse. La technique pourrait éventuellement être reproduite pour trouver d'autres exoplanètes dans des configurations similaires. Et avec un peu de chance, certaines d'entre elles pourraient graviter plus près de leurs étoiles, ce qui permettrait une confirmation dans un délai raisonnable. Les observatoires Chandra et XMM Newton vont en tout cas pouvoir devenir des outils de recherche d'exoplanètes, ce qui ne faisait pas vraiment partie de leurs objectifs initiaux. Et nous voici arrivés au bout de ce DNDE. Comme d'habitude, je vous oriente vers l'espace commentaires pour partager vos questions et remarques. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 18h. Vous pouvez consulter la description pour des liens vers nos sources, nos podcasts et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous jeudi soir dans un nouveau dossier de l'espace. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.